Nous sommes en 2025. Des milliards de femmes, d'hommes et d'enfants ont les yeux rivés sur leurs écrans. Le Starship vient à peine d'allunir que l'on aperçoit déjà une trappe s'ouvrir sur le nez du vaisseau au niveau du poste de pilotage. Deux astronautes, un homme et une femme, en sortent, se placent sur le mont de charge déployé quelques minutes plus tôt et se sécurisent en se ceinturant à la rambarde prévue à cet effet avant d'actionner les commandes pour descendre le long de la structure du vaisseau. Une longue descente commence alors. Les souffles sont coupés, l'attente est interminable et tout le monde se demande si l'impossible va de nouveau se produire. Mais quelques interférences coupent la retransmission et l'on ne sait pas encore si ces deux astronautes vont enfin poser leurs pieds sur le sol poussiéreux de notre satellite 52 ans après ce fameux 21 juillet 1969 avec Apollo 11. Salut les terriens, en attendant d'assister au dénouement de ce récit futuriste au plus tôt en 2025, nous allons, comme promis, dans ce second Le Saviez-vous consacré aux missions lunaires américaines, comparer le programme Artemis avec les missions Apollo du siècle dernier. Et oui, cela ne vous aura pas échappé, la NASA, qui prévoit de renvoyer des hommes sur la Lune pour la première fois depuis 1972, a choisi le Starship HLS de SpaceX comme atterrisseur lunaire. Seulement voilà, cet énorme vaisseau, qui contraste singulièrement avec le petit module de 1969, est-il réellement adapté pour allunir sur notre satellite naturel ? Allons voir ça de plus près. Mais avant de rentrer dans la comparaison pure et simple, faisons tout d'abord un bond dans le passé afin de mieux comprendre la stratégie adoptée par les ingénieurs des missions Apollo. L'agence spatiale américaine étudie dès 1959 les techniques les plus fiables pour réaliser l'exploit d'emmener des hommes poser le pied sur la Lune. Après de nombreux débats, 3 scénarios principaux émergent. D'abord, l'envoi direct d'un vaisseau sur la Lune. Une fusée de forte puissance de type Nova est lancée, puis propulse le vaisseau complet vers la Lune, ce dernier servant à la fois de module de commande et de véhicule lunaire. L'ensemble allunit puis redécolle avant de retourner vers la Terre. Une seconde option est le rendez-vous orbital autour de la Terre, ou EOR pour Earth Orbit Rendez-vous. Les composants du vaisseau sont ici envoyés en orbite terrestre par 2 fusées, mais moins puissantes que celles du premier scénario. Ces différents éléments sont ensuite assemblés en orbite par des astronautes qui utilisent éventuellement une station spatiale comme base logistique. Enfin, troisième option, qui est celle qui a été retenue en 1969, le rendez-vous en orbite lunaire ou LOR pour Lunar Orbital Rendez-vous. Ici, une seule fusée est nécessaire, mais le vaisseau envoyé vers la Lune comporte 2 sous-ensembles qui se séparent une fois l'orbite lunaire atteinte. Pour les décisionnaires de la NASA, le LOR paraissait à première vue extrêmement risqué, voire aléatoire. En effet, les méthodes de rendez-vous en orbite terrestre en étaient à leur balbutiement, et il paraissait impensable d'en réaliser en orbite lunaire. D'autant que si ce rendez-vous devait échouer, les astronautes occupant le module lunaire seraient condamnés en orbite autour de notre satellite, le LEM étant incapable de revenir sur Terre par lui-même. Cette option fut ainsi dans un premier temps l'objet de peu d'études sérieuses, malgré les arguments détaillés et avancés par son plus ardent défenseur, John Houbolt, un ingénieur américain du centre de recherche de Langley. En désespoir de cause, sentant que cette solution ne serait pas retenue, Houbolt envoya à 2 reprises un courrier à Robert Simmons, le numéro 2 de la NASA, en lui demandant d'intervenir pour que sa méthode soit réellement étudiée. Prêchant pratiquement dans le désert, je voudrais faire passer des réflexions qui me préoccupent profondément depuis quelques mois. Voulons-nous vraiment aller sur la Lune ? Et si c'est le cas, pourquoi restreindre à ce point nos axes de recherche sur le sujet ? Houbolt, par ce courrier, démontra une conviction et un courage certains, prenant le risque de voir sa carrière ruinée en transgressant plusieurs niveaux hiérarchiques. Mais finalement, même le plus fervent défenseur du rendez-vous sur orbite terrestre, Wernher von Braun, qui dirigeait le centre de vol spatial Marshall et menait les études sur les solutions EOR, finit par retourner sa veste, annonçant de but en blanc à ses propres équipes que le rendez-vous orbital lunaire était objectivement le seul procédé permettant de tenir l'échéance fixée en 1961 par le président Kennedy. La stratégie gagnante de 1969 était basée sur la diminution de la masse poussée à son paroxysme. En effet, chaque kilo emmené sur la Lune consommait des centaines de litres de carburant au décollage. Un régime drastique donc que l'on peut d'ailleurs observer à toutes les étapes d'un plan de vol Apollo. D'abord le voyage aller qui débute avec le lanceur Saturne V, une énorme fusée de 3000 tonnes au décollage dont 2800 sont du carburant, qui a pour seul et unique but d'emmener un petit véhicule de 15 tonnes sur la Lune avec à son bord là encore 8 tonnes de carburant. Ce gigantesque lanceur était composé de 3 étages, un étage inférieur permettant de s'arracher à la gravité terrestre depuis la rampe de lancement jusqu'à une hauteur de 68 km, un second étage propulsant la fusée jusqu'au niveau de l'orbite terrestre basse, et enfin un 3e et dernier étage servant à insérer le train spatial sur l'orbite de transfert vers la Lune.
Ce dernier est lui-même composé de 2 modules bien distincts, le CM pour Command Module, chargé d'abriter les astronautes pendant le voyage vers notre satellite, il reste en orbite pendant la période d'exploration de la Lune. Nous avons aussi le LEM pour Lunar Exploration Module, composé également de 2 parties, un module de descente incluant le moteur à poussée variable chargé de contrôler l'alunissage et le train d'atterrissage, et un module d'ascension doté de son propre moteur qui servait de cabine pressurisée pour les astronautes et permettait au retour de s'arracher à la gravité lunaire. C'est après de nombreuses remises en question techniques que les ingénieurs ont abouti pour l'ensemble à cette reconnaissable forme d'araignée, parfaitement optimisée pour un alunissage. En effet, dans le vide spatial, il n'y a pas de frottement puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, il est donc possible de donner au véhicule la forme la plus adaptée à sa mission sans se soucier des questions aérodynamiques. Une fois l'alunissage réussi donc, et après avoir exploré le site et mené à bien les expériences programmées à la surface, les astronautes embarquaient à nouveau dans le module d'ascension du LEM, qui, en utilisant le module de descente comme rampe de lancement, revenait s'amarrer au module de commande. Les astronautes prenaient alors place dans ce dernier pour le voyage de retour, le LEM étant quant à lui abandonné en orbite lunaire. Seul le module de commande, allégé de tout poids superflu, revenait alors sur Terre avec son équipage, réduisant au strict nécessaire l'énergie à dissiper lors de la rentrée atmosphérique. Voici d'ailleurs quelques anecdotes pour montrer à quel point les ingénieurs voulaient à tout prix réduire le poids du module Apollo 11. Les premières versions dessinées du LEM comportaient de larges verrières façon hélicoptère, ainsi que des sièges pour installer les astronautes pendant la descente, étape pendant laquelle ils subissent une poussée et ressentent donc une partie de leur poids. Finalement, les larges hublots ont été abandonnés pour des raisons structurelles, et il a été décidé que compte tenu de la faible accélération subie, les astronautes resteraient debout, des cales étant simplement installées pour les pieds, évitant ainsi l'ajout des sièges qui aurait coûté quelques kilos en plus au module. Dans leur chasse au poids superflu, les ingénieurs pensaient aussi équiper les astronautes de cordes pour descendre du LEM à la surface, afin d'économiser le poids d'une échelle. Cependant, l'ascension de retour se révélant presque impossible à réaliser en combinaison spatiale, l'idée a vite été abandonnée. À l'intérieur du module, les équipements étaient aussi réduits au strict minimum, pas de lit mais un hamac, bien plus léger pour l'un des astronautes, l'autre dormant tout simplement par terre. Alors je ne sais pas vous, mais quand on regarde le HLS de SpaceX, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un atterrisseur lunaire catégorie poids-plume comme le LEM des missions Apollo. La NASA semble donc avoir fait un tout autre pari en choisissant l'entreprise d'Elon Musk, et même si un rendez-vous orbital lunaire est toujours prévu pour Artemis 3, vous allez voir qu'il existe de nombreuses divergences avec les missions Apollo. Voyons donc dès à présent lesquelles, tout en passant en revue les grandes étapes de ce programme. Un véhicule servant de dépôt de carburant sera d'abord lancé par SpaceX pour être mis en orbite terrestre. Celui-ci sera pourvu d'un blindage thermique composé de plusieurs couches d'isolation. Il sera ensuite ravitaillé par plusieurs Starships, et même si on ne sait pas exactement encore combien de ravitaillements seront nécessaires, on estime tout de même qu'il faudra au moins 7 décollages de Starship pour mener à bien cette seconde étape. A noter tout de même que le transfert de carburant est une technologie qui n'existe pas encore, et si cela venait à être fait, ce serait une grande première. Notons au passage que ce scénario correspond à la fameuse option EOR pour Earth Orbital Rendezvous, dont nous parlions en début de vidéo et qui contraste déjà avec l'option de 1969. En admettant que le ravitaillement se déroule sans obstacle majeur, il faudra ensuite lancer le HLS pour le faire s'amarrer au dépôt en orbite afin de le ravitailler en carburant, puisqu'il aura été vidé de tous ses ergols lors du lancement. Il allumera ensuite ses moteurs pour se diriger vers l'orbite lunaire prévue, et une fois sur place, la NASA lancera à son tour le SLS, ou Space Launch System, avec à bord de son vaisseau Orion 4 astronautes. Autre différence majeure pour Artemis donc, puisque 2 puissantes fusées seront nécessaires au lieu d'une seule pour Apollo, et il y aura ici 4 astronautes au lieu de 3. Le vaisseau Orion s'amarrera ensuite au HLS, l'équipage se divisera alors en 2 équipes, 2 astronautes resteront à bord d'Orion, tandis que 2 autres se prépareront pour l'alunissage à bord du Starship. C'est le rendez-vous orbital lunaire, ou LOR, qui dans ce cas présente une similitude avec la mission Apollo. Le HLS alunira ensuite pour que les 2 astronautes puissent accomplir les activités prévues à la surface. Après quelques jours, ces derniers remonteront à bord du Starship, décolleront et iront rejoindre le vaisseau Orion autour de la Lune pour s'y amarrer, et au final repartir sur Terre en laissant le Starship en orbite lunaire. C'est cependant ici que s'arrêtent les projections, car dans ce cas de figure, le Starship HLS est désormais vidé de tout carburant, il ne peut à ce stade ni réaliser un nouvel aller-retour vers la surface, ni même revenir en orbite terrestre. Alors même que sa mission fondamentale est de réaliser des allers-retours entre la surface et l'orbite lunaire, on ne sait pas encore comment SpaceX compte ravitailler son mastodonte, surtout qu'il consommera des quantités énormes de carburant à chaque descente. En novembre 2020, le bureau de l'inspecteur général de la NASA a publié un document qui nous intéresse ici puisqu'il met en relief les véritables problématiques d'un tel choix et les interrogations qu'il soulève.
Dans cet audit qui fournit des informations détaillées sur le programme Artemis, il est explicitement dit que le calendrier de développement du HLS, ou Human Landing System, le Starship de SpaceX transformé en atterrisseur lunaire, est, je cite, irréaliste. En effet, dans l'aérospatiale, il faut généralement compter en moyenne 8 années entre la signature d'un contrat et son exécution, et SpaceX, vous me direz, comme d'habitude, prévoit la moitié de ce temps pour honorer ses engagements, alors même qu'il lui faudra relever de nombreux défis techniques. Mais ce n'est pas tout, car de nombreux autres éléments laissent à penser que le HLS de SpaceX n'est pas le plus optimisé pour des objectifs à court terme, tels qu'un alunissage par exemple. De par sa taille en premier lieu, car les astronautes seront perchés en altitude à bord du poste de pilotage situé dans le nez du vaisseau, au-dessus des moteurs et des réservoirs, ce qui compliquera considérablement l'accès à la surface. Dans cette vue d'artiste, on peut imaginer un monte-charge qui, même s'il paraît judicieux dans ce cas précis, alourdit encore l'ensemble de la structure et demande une fiabilité absolue. Sa hauteur de plus interdit tout alunissage sur un site dont la surface ne serait pas parfaitement horizontale, sous peine de voir le grand vaisseau basculer sur le côté. Pour ceux qui jouent à Kerbal Space Program d'ailleurs, je suis sûr que vous avez tous déjà connu cette situation. Également, que dire de sa forme aérodynamique qui pour le coup devient inutile dans l'espace ou sur la Lune? Que dire également de sa masse qui n'est clairement pas optimisée non plus pour sa mission, réclamant de nombreux et complexes transferts de carburant? En effet, il faudra compter pas moins de 9 à 12 lancements de Starship et de boosters, représentant l'équivalent de 55 000 tonnes de carburant consommé, c'est presque 20 fois plus qu'Apollo. Il faut en plus y ajouter un lancement supplémentaire, et non des moindres, avec le SLS de la NASA, chargé de transporter les astronautes jusque l'orbite lunaire. Enfin, espérons aussi que SpaceX réalise une version du Starship qui ne soit pas en inox, comme c'est le cas actuellement, car si le choix de ce matériau permet de résister aux températures élevées d'une rentrée atmosphérique, dans ce cas précis, cela devient également inutile puisque le trajet de retour se fera à bord du vaisseau Orion. Vous imaginez le nombre de lancements, de carburant dépensé et d'énergie à fournir pour un seul alunissage ? Comparé à la mission Apollo, qui avec une seule fusée pesant moins de 3000 tonnes a délivré un petit vaisseau de 15 tonnes, on comprend mieux que l'objectif à long terme du Starship lunaire est tout autre, il s'agit bien de créer une base permanente sur la Lune. Elon Musk d'ailleurs l'a déjà baptisé en la surnommant Moonbase Alpha. Dans cette configuration, le HLS permettrait effectivement d'amener sur place une quantité importante de matériel, et les suppositions vont bon train à ce sujet. Certains parlent pourquoi pas d'y embarquer un rover, ou bien d'autres machines, soit pour étudier le sol lunaire, ou tout simplement pour la construction d'infrastructures. Le HLS pourrait également continuer de servir, une fois sa mission de base temporaire accomplie, en tant que base permanente. Et oui, le Starship lunaire semble être en mesure de fournir aux astronautes une base plus confortable et plus durable que le LEM, qui n'est resté au maximum que 3 jours sur place, le record revenant à la mission Apollo 17. Mais bien que SpaceX nous ait habitués à des designs très modernes, notamment pour l'intérieur de la capsule Dragon, ces nombreuses vues d'artistes qui transforment le Starship en véritable yacht de croisière multiplanétaire semblent plus relever du fantasme que d'un certain pragmatisme. En effet, ces projections ne tiennent pas en compte la place que prendra tout l'équipement électronique embarqué, ainsi que le matériel de survie ou nécessaire au travail des équipes sur la surface de la Lune. Autre différence fondamentale, le programme Artemis est supposé déposer des hommes sur le pôle sud de notre satellite, sur un site où l'eau lunaire pourrait bien être extraite et utilisée, précieuse pour une éventuelle colonisation sur le long terme, tandis que la mission Apollo consistait surtout à déposer des hommes dans la région lunaire équatoriale pour un temps très court. Mais pour autant, on ne sait pas comment SpaceX prévoit d'amener tout ce carburant en orbite lunaire, si ce n'est en faisant faire de nombreux allers-retours à des Starship ravitailleurs. Alors est-ce que ce petit récit futuriste que nous vous avons raconté en début de vidéo se réalisera vraiment dans 3 ans ? Est-ce que les ingénieurs de SpaceX réussiront à relever autant de défis en si peu de temps ? Réussira-t-il tout simplement son alunissage ? Et est-ce que le choix d'un tel vaisseau est le fruit d'un réel arbitrage technique, ou plutôt un soutien financier en faveur de SpaceX pour des missions de plus long terme ? Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager et de faire briller ce pouce bleu pour vous aussi aider le journal de l'espace à atteindre son objectif lune. Si vous voulez aller encore plus loin pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour en description de vidéo. À vendredi, salut les terriens!